bonjour à tous. Donc, j'ai effectivement la chance de modérer la table ronde sur les fabricants avancent à grands pas, avec, comme tu l'as cité, Thomas Delise, Jean-Marc Guillemet, Stéphane Marseille et Marc Pradal. On va évoquer, bien sûr, comment faire plus vite et donc surtout comment s'organiser à la fois en externe pour, comme ça vient d'être souligné, développer les coopérations et en même temps en interne pour travailler sur l'organisation, les hommes et puis derrière les outils. Alors, j'ai vu Stéphane est là, Thomas est là, Jean-Marc est là. J'ai peut-être pas vu Marc. Je suis là. Marc est là, oh, pardon. Parfait. Je vous propose de commencer en vous présentant. Si vous pouvez dire un petit mot, qui vous êtes, votre parcours, ce que vous faites et ce que fait votre entreprise. On avait défini que Stéphane commençait, puis Marc, Jean-Marc et Thomas derrière. Bonjour à tous. Je salue Marc, j'en profite. Salut Marc et salut Thomas. Et bonjour Guillaume, évidemment. Et je crois que je vois Fabrice en haut, mais je ne m'y connais pas. Moi, je m'appelle Stéphane Marseille, je suis le dirigeant de la société Mode Passion. J'ai insisté sur un point, je l'ai écrit parce que j'ai été assez perturbé par quelques écrits. Je disais, j'ai le physique entretenu, l'esprit d'adolescent, l'expérience d'un vieillard et l'humour de Bacri. C'était pour répondre à quelques critiques concernant les entrepreneurs vieillissants dans les entreprises textiles. Mais c'est terminé. Donc, Mode Passion, façonnier assez innovant et surtout très attaché, je dirais, à la veille technologique. Ouais. Bon. Marc Pradal, donc moi j'ai fait l'école du vêtement, je suis parti aux États-Unis 7 mois, je suis rentré dans l'entreprise familiale, j'ai fait un peu tous les échelons et j'ai dirigé, donc je suis rentré en 87 et très rapidement j'ai dirigé l'entreprise familiale, donc pour en être le PDG. Aujourd'hui je suis comme Trump, mais j'espère en mieux, président de la fédération encore pour une journée, puisqu'il y a les élections demain et je laisse mon poste, mon mandat. Je dirige l'entreprise Skiplay, spécialiste de vêtements professionnels, EPI, et puis fabricant de prêt-à-porter en France, des jeans, des vestes. Donc, voilà pour présentation. On fait 10 millions, on est en Normandie. Ensuite, bonjour à tous. Donc, Jean-Marc Guillemet, je suis le directeur des opérations de Petit Bateau. J'occupe ce poste depuis 18 mois. Moi, j'ai eu un parcours dans l'automobile, les produits cosmétiques, dans les fonctions supply, achat, direction de visite. Et voilà, je suis arrivé chez Petit Bateau il y a à peu près 18 mois. Donc, Petit Bateau, pour rappel, c'est 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, 3000 salariés, dont 1500 en France et en particulier à Troyes, on est 700 sur notre usine historique qui date de 1893 où on fait du tricotage, de la teinture et de la confection, 500 personnes, et puis on a un entrepôt logistique intégré aussi, qui fait 200 personnes. Voilà. Bon, je me présente, Thomas Delise, contrairement à Stéphane qui a essayé de se défendre. Moi, je suis un des plus jeunes dans le textile et je suis contre l'idée de dire qu'il y a des anciens dirigeants dans le textile parce qu'ils sont tous pleins d'expérience et ils m'ont beaucoup apporté de mon côté parce que moi j'ai un profil un peu atypique, je ne suis pas du tout issu du monde de l'industrie en général, j'étais plus dans le monde de la finance et j'ai racheté mon entreprise il y a 4 ans. Voilà, on est un atelier de taille moyenne. On existe depuis 1974 et on est spécialisé dans la maille et on innove un peu dans nos techniques de confection et on est à l'image de Stéphane aussi en veille d'innovation sur notre atelier. Très bien, écoutez, je vous remercie pour ces présentations. Alors pour commencer, je voulais quand même poser une question qui est on va dire d'actualité, c'est-à-dire que les conséquences de ce qu'on appelle la crise sanitaire liée au Covid-19 a quand même beaucoup fait bouger les lignes, elle a beaucoup changé l'activité. Et donc, je voulais commencer par poser la question à Marc. Voilà, quelles ont été dans le fond les conséquences pour vous de cette crise et comment est-ce que vous avez réussi à vous adapter à cette nouvelle donne? Alors, je pense que l'important était les ressources humaines dans l'entreprise pour s'adapter à toute cette réglementation qui a changé sans arrêt.
et au niveau sanitaire, au niveau sécurité. Alors, nous, on s'est adapté, on a été assez agile, puisque le 18 mars, on a arrêté toutes nos productions pour ne fabriquer que des masques. Donc, et on a mis en place quelques moyens. Alors, d'une part, on a fait du recrutement très rapide. L'entreprise a 100 ans, mais on est passé en poste de travail, ce qui n'était jamais arrivé. C'est un premier point. On a aussi on a travaillé avec des couturières à domicile. Ce n'était pas arrivé depuis les années 70. Et d'autre part, on a mis en place, par exemple, au service commercial, du télétravail alterné, c'est-à-dire qu'on a des assistantes commerciales qui viennent un jour sur deux pour pas briser le lien social et en même temps protéger finalement un service si on avait des cas de Covid et qui nous mettraient en difficulté. Très bien. Alors, effectivement, intéressant cette nécessité de s'adapter à une visibilité plus courte. Alors, dans l'étape… Sur la partie marché, effectivement, il faut s'adapter parce qu'on a moins de visibilité par rapport aux commandes clients. Et je pense que ça sera de plus en plus vrai, en tout cas pendant cette période de crise et post-crise qui va durer 6 mois, 1 an ou 2 ans. Ça, personne ne le sait. Donc, il faudra être très agile sur cette période-là. Oui, tout à fait. Alors, j'ai envie de poser la question à Stéphane qui a mis en avant qu'il était quelqu'un de très expérimenté dans le domaine. Alors, justement… Bien vieillard, j'ai pas dit… Ça peut coller avec expert, hein, c'est vrai. Voilà. Quelles sont, dans le fond, les recettes pour être toujours là, pour que votre entreprise soit toujours là? Qu'est-ce qui vous permet d'avancer et de traverser toutes ces épreuves? On fait cet esprit de souplesse, c'est évident, hein. Je crois qu'il ne faut pas simplement se consacrer sur ses acquis. On a pris tout ce qu'il y avait à prendre. Il y a un moment donné où, hélas, ce textile qui était abandonné devait vivre. Vivre et voire survivre, c'est vrai. Et pour survivre, c'est clair, on a tiré sur toutes les cordes qui passaient devant nous. Pour cette période de Covid, cette période sanitaire, là, on a fait des masques et des équipements de protection. Indéniablement, il y avait un manque, indéniablement, on y a répondu. Et je pense qu'on l'a fait avec succès, puisque aujourd'hui, je dirais, la demande sur le territoire français se fait moins sentir, en tout cas de mon côté. Et puis si toutefois on continuait sur les masques, on oublie notre métier premier, c'était le prêt-à-porter, tout du moins le métier pour lequel on était né. Là, on a répondu momentanément à une crise, tant mieux. D'ailleurs, l'État s'est aperçu que nous existions. C'était assez fantastique, hein. Il y a des usines textiles sur le sol français. Ben oui, il y en avait. En tout cas, il en reste encore. Thomas est la preuve vivante, on va dire, qu'il est possible de repartir et de changer d'activité et de plonger dedans. Bravo. Nous, on a, en tant que façonniers, essayé d'être assez proche de nos donneurs d'ordre, très proche, de façon à ce qu'on ne soit pas une variable d'ajustement. Suffisamment proche techniquement aussi, de façon à ce que l'on ait une équivalence outil de l'industriel qui est mon donneur d'ordre et de l'outil de mode passion. Et quand c'est comme ça nous donne une chance supplémentaire, assurément. Mais c'est une bataille du quotidien, j'allais dire, c'est une bataille de la seconde, de la minute, de l'heure, de la semaine, des mois et des années. C'est fatigant, c'est ce métier. Alors, Stéphane disait justement qu'il y a encore des entreprises, des façonniers en France. Alors, justement, selon vous, quels seraient on va dire, les prérequis, les points essentiels pour assurer une relocalisation? Alors, comme ça a été dit avant, une relocalisation partielle, hein, la question n'est, en tout cas pas maintenant, bien sûr pas de ramener 100% de la production, on n'est pas là. Déjà, si on en ramenait 20%, on serait déjà bien content. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de prérequis à cette possibilité de relocalisation. Alors, je sais pas, Marc, quel est votre point de vue sur ce sujet-là? Alors, moi, je pense qu'il faut être très précis pour réussir à relocaliser. Il faut avoir un mixte produit, cible clientèle, prix, qui soit vraiment en adéquation avec le savoir-faire
qui permettra de répondre rapidement, avec justesse, avec qualité. Donc, fabriquer en France, ça coûte plus cher. Donc, il ne faut pas se tromper, il faut être efficient. Il faut avoir un équipement, un ERP, il faut avoir des équipements, des outils, un savoir-faire terrible. Miser sur la formation tous les jours. Mais ça, je ne vais rien apprendre à mes confrères. Mais il faut savoir que notre histoire qui plaît est assez intéressante, puisque finalement, nous sommes adaptés au cours du temps. Dans les années 80, on avait 3 entreprises, 3 usines qui travaillaient. Dans les années 2000, on en avait une qui travaillait pas beaucoup. Et aujourd'hui, depuis 2015, on a remisé sur le Made in France avec des embauches depuis constamment. Donc, mais on pourra parler de la formation, de l'intégration des gens un petit peu plus tard, des collaborateurs. Oui, donc ça. Donc je retiens le positionnement, ça, le mix produit, prix produit, la cible, et puis bien sûr la formation qui est un élément. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se dire on va réintroduire des produits qui seront achetés en grande quantité pour une grande diffusion. Là, on ferait l'erreur. On ferait l'erreur et ça serait une désillusion dans 2 ou 3 ans quand on ferait une marche arrière à nouveau. Donc, il faut vraiment penser le produit, la spécificité, la niche. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Aujourd'hui, il y a un manque sur le marché du chausson. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2, 3 entreprises qui fabriquaient du chausson. Et aujourd'hui, il y a des commandes qui existent. C'est redevenu à la mode. Alors, ce sont des jeunes marques qui les ont remis à la mode. Mais aujourd'hui, il n'y a plus les capacités à les fabriquer en France. Le savoir-faire a disparu pour beaucoup d'entreprises. Donc, c'est un exemple de niche, de cible produit. Et il faut réfléchir vraiment à ce positionnement. Il ne faut pas viser, à mon avis, le bas de gamme ou la grande diffusion, parce que là, on va vraiment, par opportunisme, parce que sinon, on va avoir des grandes désillusions demain. Qu'est-ce qui rentre? Alors justement, comme ça, pour pas se tromper de cible, je pense que et puis pour pas refaire les histoires et les erreurs sans doute du passé, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement justement sur ces prérequis, plutôt Stéphane, et puis les points essentiels dans la relation qu'on peut avoir justement avec les clients, avec les enseignes? Si c'est à Stéphane de parler, moi je suis façonnier. Je crois que mon prérequis à moi, c'est de construire une véritable relation. Faire le one shot ou alors le coup, c'est toujours très difficile. Rendre service, c'est le prérequis de cette entreprise. Façonnier, c'est transformer. Transformer selon les critères de quelqu'un d'autre, mais que je dois appréhender, appliquer, et ce service-là à rendre, je dirais, il est essentiel. Je ne connais pas Marc Guillemet, mais si Petit Bateau avait, on va dire, à relocaliser sur la France, il souhaiterait certainement avoir un façonnier qui soit à son image. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Ils ont une histoire, celle de Petit Bateau, et nous, on a la nôtre, on va dire, celle d'être un petit peu un généraliste, celui qui écoute le client et qui essaie de le comprendre. Mais c'est peut-être pas assez suffisant. Donc la proximité d'industriel d'ailleurs est simplement beaucoup plus facile que la proximité de travailler pour une marque ou un distributeur, puisqu'on parle d'industriel à industriel, de technologie à technologie, et je dirais de connaissance produit à connaissance produit réelle. Donc moi, mon prérequis, c'est simplement ouvrir les bras et de dire, écoutez, on a une compétence, je pense qu'elle peut être intéressante, on a essayé d'innover, j'espère que ça va dans le bon sens. On peut peut-être vous surprendre, en tout cas, je l'espère aussi. Et voilà, après, je suis un faiseur. Voilà, donc je ferai, à la condition que l'on me choisisse, tout simplement. Oui, alors c'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver des intérêts communs, on va dire, entre l'industriel et la marque, quoi, pour aller dans la même direction, une espèce de gagnant-gagnant, comme on dit, enfin win-win, mais c'est un peu ça. Oui, comme ça, évidemment, Guillaume, je pense. Je rejoins certainement Marc aussi sur certains points. Le Made in France est cher, mais on ne peut pas se contenter de cette phrase-là.
Le Made in France est cher et le métier du façonnier, c'est essayer de gagner chaque seconde. Essayer de casser, je dirais, de rattraper l'horloge. C'est un métier dingue, mais c'est peut-être celui qui peut nous aider aussi à casser le delta. Je ne crois pas qu'un consommateur qui a été habitué à aller sur une ancienne nordique, acheter des t-shirts à 9 euros, apprécie demain que de la même marque le vendent à 29, en claquant des doigts parce qu'on passe d'une délocalisation à une relocalisation. C'est faisable pour moi, je pense. J'en suis persuadé d'ailleurs. Mais il y a tout un environnement à changer. Le pire dans cette histoire, parce que si la vieillesse me gagne, l'énergie est encore là, c'est que je crois qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Demain, il faut faire ça. Demain de suite, demain matin, 7 heures, pour moi. Et là, cette inertie peut-être à mettre en place, c'est ce qui m'effraie le plus. C'est-à-dire que quelle est la distance qui permettra aujourd'hui de relocaliser, c'est X%, à quelle échéance c'est cet outil qui a tant souffert, il ne veut plus attendre. Alors, Thomas, justement, sur l'outil, pour quels les prérequis sur la relocalisation, quel est votre point de vue? À l'image de Stéphane et de mes confrères, moi je suis confectionneur aujourd'hui. Je conçois parfaitement ce que dit Stéphane, qu'il faut vraiment de la relation avec nos clients aujourd'hui. De toute façon, c'est devenu inévitable dans notre métier de tous les jours parce qu'on doit s'adapter constamment. Moi, je pense que pour la relocalisation, il faut vraiment qu'on n'oublie pas une chose, c'est qu'aujourd'hui, les marques font plusieurs collections par an. Moi, je parle parce que je suis généraliste, je n'ai pas ma propre marque, mais mes clients aujourd'hui font plusieurs collections par an et ont besoin d'une grande réactivité. Chose que l'on a eu du mal à intégrer dans certaines entreprises en France. Aujourd'hui, moi je le constate, mon propre chef, mais je pense qu'il faudrait qu'on arrive à avoir plus de réactivité, un peu à l'image de certains confrères européens ou du grand import qui peuvent s'adapter extrêmement vite, en fait. Donc je pense que il faut vraiment qu'on modifie un peu nos façons de travailler, parce que bon, pour ma part, on a été habitué à des séries qui étaient plutôt de grandes quantités de produits, et aujourd'hui, il faut vraiment modifier un peu nos équipes pour avoir un système un peu hybride, nous permettant de pouvoir faire aussi bien de la grande demande de la part de marques souhaitant revenir soit massivement, soit sur de grandes quantités de produits en France, tout comme être capable de faire de petites séries pour des marques qui voudraient soit se lancer, soit ramener seulement un certain type de produit sur le territoire français. Ouais. Alors, on tourne bien autour du sujet qui est le thème, d'ailleurs, Fast and Green, on tourne bien sur le fast quand même. Donc, ça veut dire qu'il faut arriver à accélérer, aller plus vite. Alors justement, Marc, comment est-ce qu'on fait du textile plus vite? Comment on fait? Je crois qu'on n'a pas trouvé la solution encore. Parce que, comme disait Thomas, moi, je me rappelle d'une réflexion dans les années 80 que j'avais fait à Roudière, fabricant de tissus en polylène. Je lui avais dit, mais surtout, fabriquez plus vite le tissu. Et aujourd'hui, on est toujours avec cet approvisionnement qui est long. Et finalement, tout à l'heure, j'ai parlé du prix, mais j'ai des clients qui souhaitent des prototypes rapidement. Et si vous demandez un prototype en Asie, en Chine, vous allez peut-être l'avoir en 15 jours ou 3 semaines. En France, avec la bonne matière, avec les bons accessoires, en France, je ne suis pas persuadé qu'on soit capable de le faire aujourd'hui avec la matière. Et je pense que c'est là où il faut que l'outil industriel textile, en amont, textile, les quelques fabricants d'accessoires soient beaucoup plus réactifs. Parce que, vous savez, on fabrique un Airbus en 9 mois. Fabriquer un vêtement, je me demande si on ne le fabrique pas, dans certains cas, en 6 mois. Donc, je trouve qu'il y aurait moyen d'avoir
un système beaucoup plus efficace, d'avoir des tissus beaucoup plus rapides et de qualité pour ne pas avoir les quelques défauts. Moi, je souhaite vraiment que toute la filière s'améliore en rapidité, en fait. Hein. Donc, Olivier Ducatillon, tout à l'heure, nous parlait de souplesse, effectivement, de rapprochement de filière. Certes, il le faut, c'est nécessaire, il est souhaitable, mais il faut que l'outil aussi industriel global s'améliore en souplesse et rapidité. Alors, Thomas, ton avis, comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer en souplesse et en activité comme ça? C'est quoi est-ce qu'il y a une méthode qui émerge un peu? Après, s'améliorer en souplesse et réactivité, on peut aussi se servir des nouvelles technologies. Justement, tout à l'heure, on parlait des veilles technologiques avec tous mes confrères. Aujourd'hui, on est face à quelque chose, c'est qu'on n'a pas forcément tous fait le pas vers cet outil très intéressant qui est le numérique et qui est l'utilisation de la data. Aujourd'hui, on peut simplifier pas mal de choses. On va prendre un exemple pour avoir plus de réactivité. Je parle pour la confection. Nous, on a des systèmes de modélisation en 2D. Maintenant, il existe des logiciels de modélisation en 3D de prototypes qui permettent justement d'éviter ce temps de confection d'un prototype et ce temps d'attente d'une matière et de modéliser un produit via un échantillon de la matière permettant d'être plus réactif sur le processus de décision. Maintenant, aujourd'hui, je pense que cet outil du tout numérique dans le textile va être nécessaire, notamment via, je le disais tout à l'heure dans le chat, l'utilisation d'IA. Je pense que ça devient inévitable pour le monde du textile comme on le connaît aujourd'hui. Notamment, l'IA pourra aider à la décision, peut nous permettre de faire des interactions avec nos ERP permettant de pouvoir avoir plus de réactivité entre les différents process, de pouvoir interconnecter tous les processus, la coupe, le modélisme, la coupe et la production. Tout peut découler en fait d'une interconnexion au sein de nos entreprises. Ça nous fera gagner déjà beaucoup de temps sur le côté confection. Après, je pense que ces IA, il faut pouvoir les développer à plus large échelle et faire des synchronisations avec nos différents confrères, permettant de pouvoir justement avoir une communication bien plus rapide et des prises de décision bien plus rapides, ce qui permettrait, théoriquement, certes, on ne pourra pas aller beaucoup plus vite sur l'amont de la filière, on pourra, mais il faut qu'on trouve des synergies. Mais justement, ça permettra de réduire tout ce temps, ce timing qui peut nuire à notre image de marque et à notre idée de la réactivité française. Oui, donc en fait, c'est toute cette automatisation, c'est-à-dire que depuis le prototypage virtuel, les API entre les différentes machines qui vont pouvoir faire l'impression, la coupe et tout ce lien, y compris d'ailleurs avec les fournisseurs, c'est ce que comporte l'ensemble de ce qu'on appelle la mode à la demande. Et alors, je vais demander à Jean-Marc maintenant de nous présenter donc la première expérience que Petit Bateau a fait sur la mode à la demande. En partenariat avec Tekin, et voilà, nous faire un retour d'expérience sur cette histoire et ses résultats et son apprentissage surtout. Et effectivement, je rejoins les préoccupations de mes confrères. On était sur des objectifs classiques à la fois de recherche de rentabilité et puis un constat qu'il fallait améliorer notre rapidité à la fois de développement et de mise sur le marché et puis une nécessaire réduction de l'empreinte environnementale. Et j'allais dire qu'on avait les inconvénients, nos avantages en ayant un outil industriel intégré et qui allait jusqu'à la production de matière. Comme le disait Marc Pradal, finalement, la matière, ça arrive jamais assez tôt et puis ça prend du temps et en fait, ça nous rendait peu réactifs dans un mode classique où pour reproduire, il fallait tricoter, teindre, imprimer, couper, confectionner. Et ce faisant, on avait une réactivité de 8 à 10 semaines pour remettre sur le marché des produits qui étaient décelés comme des baisses dans notre réseau commercial. Donc, on a effectivement travaillé l'année dernière avec Tekin pour faire un POC, pour se prouver qu'on pouvait travailler différemment. Alors, comme tout POC, évidemment, on a rencontré des difficultés techniques. Hein, le fait en particulier, découper de la maille n'a pas été simple et nous a amené sur un certain nombre d'aspects à passer en mode manuel, à passer des choses non pas en automatique comme on l'imagine demain à une échelle industrielle, mais néanmoins
voilà, ce POC a été une réussite. Et si j'essaie de vous sortir les facteurs clés de succès, ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, le point clé, c'est que tout se joue en amont. Tout est dans la préparation. Et je vais donner 6 points fondamentaux qui font que le match il se joue finalement lors de cette préparation. Le premier point, on l'a dit, les matières, c'est long, donc il est indispensable d'avoir déjà fabriqué les matières. Donc, on avait identifié la capsule sur laquelle nous voulions faire ce test et nous avons produit la matière sans savoir encore quelles seraient les formes qui devraient après être coupées et confectionnées. Évidemment, les fournitures étaient déjà aussi présentes sur le site pour être réactifs. Troisième point, puisque j'ai parlé de la capsule et des formes, nous avions 6 références qui avaient été identifiées comme étant voilà, les références de la capsule. Pour vous illustrer un petit peu, on prenait une matière bouclette velours, donc plutôt typée nuit, sur des formes plutôt axées jour. Donc une prise de risque sur cette association forme-matière. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait le POC sur cette capsule-là. Ce qui nous a amené, et c'est le 4e point très important, puisque évidemment toutes ces formes les formes de la capsule étaient développées, mais ça c'est le 3e point. Le 4e point, c'était de prévoir ce que nous appelons avec Tekin des ghosts, c'est-à-dire des références backup, des références au cas où ce que nous aurions prévu ne rencontre pas le succès. Comment pouvons-nous basculer rapidement sur une forme qui nous semble plus adaptée à la matière et qui nous permettra finalement de sauver du chiffre d'affaires. Voilà, ça c'est le 4e point fondamental d'avoir les ghosts. Le 5e point, c'est évidemment une réservation de capacité au niveau de l'atelier de confection. Si on veut être hyper réactif, il faut déjà avoir prévu la capacité et l'avoir réservée. Et enfin, le 6e point, ça nous a amené à revoir l'organisation de cette partie de l'atelier de confection et les groupes de confection qui étaient dédiés à cette production à la demande, organisés différemment pour être hyper réactifs. Au final, qu'est-ce que ça nous donne comme réactivité? Je vous parlais d'une réactivité classique chez nous, et on n'est pas très fiers, de 8 à 10 semaines. Quand on devait reproduire, et bien là, sur ce POC, nous avons été capables de reproduire entre 5 à 8 jours. Donc, on a finalement changé d'échelle de temps et les semaines se sont transformées en jours. C'est le premier point important, ça veut dire que ça marche, la réactivité est présente quand on applique ces facteurs clés de succès et puis après, on est sur la coupe à la demande et puis la confection en fonction du modèle. Ça marchait comment? Ça marchait de la manière suivante. Le lundi, on avait l'analyse des ventes de la semaine précédente. On a un outil qui nous permet de nous projeter immédiatement par rapport aux premières mises en ligne et de se dire si ce produit va être un succès ou un flop. Et immédiatement, on passait commande à l'atelier le lundi soir de reproduction des références qui semblaient performer. Et on a fait comme ça on a fait un peu moins de 10 000 pièces en reproduction comme ça, avec la capacité d'ailleurs, puisque le POC se déroulait sur la fin de l'année dernière, de s'arrêter immédiatement quand nos magasins ont été fermés en confinement, et puis de redémarrer après quand on a pu repartir. Donc une extrême flexibilité au niveau de la production. Donc, je vous ai dit, la réactivité, déjà, les résultats étaient là. Ce qui était intéressant aussi, c'est de voir les résultats des ventes, même si nous n'avons pas encore le bilan financier total, puisqu'on va attendre la période après-solde pour comparer ce mode de fonctionnement à ce que nous aurions fait d'habitude. Mais déjà, quand j'analyse ce que nous avons produit et vendu derrière, je constate que 60% des ventes ont été réalisées sur les produits Ghost. Ouais. Dit différemment, que 40% des produits initialement prévus ont été vendus. Je fais vite, effectivement, l'analyse avec un mode de fonctionnement classique où, travaillant par anticipation, sur base de prévision, j'aurais fabriqué des produits qui seraient aujourd'hui en stock et que j'espérerais à tout prix écouler pendant mes périodes de solde. Non seulement j'ai limité, donc, j'allais dire les déchets, en tout cas les produits inutiles, mais j'ai créé de la marge du chiffre d'affaires supplémentaire de par ces produits qui répondaient beaucoup plus aux besoins des consommateurs. Donc voilà, c'est un POC
encore beaucoup de choses à faire derrière pour lever les difficultés technologiques que j'ai évoquées, faire une nécessaire montée à l'échelle, puisque c'est des centaines de milliers de pièces, voire des millions de pièces que je veux être capable de fabriquer demain, pour vraiment m'appuyer sur cet outil industriel intégré et en faire une vraie force, comme on disait, du Made in France, mais pas que pour vanter du Made in France, avec un vrai service derrière, avec un vrai plus que nous n'avons pas avec un mode de fonctionnement, je vais dire, plus traditionnel. Et un POC, je suis désolé de cet acronyme, c'est un Proof of Concept, hein, c'est donc prouver par l'exemple que ça fonctionne. Bah, c'est déjà une belle réalisation, puis une bonne nouvelle, c'est-à-dire que ça marche. La mode à la demande, ça marche. Maintenant, il va falloir passer à l'échelle supérieure. Alors, on atteint le moment effectivement où je vais demander à chacun de vous de parler un peu de ses projets pour 2021, ces projets justement d'investissement dans ce principe Fast and. Alors peut-être on peut commencer par Jean-Marc puisque il vient de terminer. Quel est donc le projet 2021? Comment vous allez passer cette expérience à l'échelle supérieure, si je veux dire? Oui, j'allais dire le travail continue avec Tekin, où notre objectif c'est d'investir dans une coupe en continu, une coupe automatique en continu, hein, avec à la fois lever les challenges techniques liés à la maille et puis des challenges liés à l'industrialisation pour être capable de réaliser à grande échelle de la coupe chez nous. Donc ça c'est le premier investissement, premier objectif. Et le deuxième, c'est d'investir sur une machine d'impression numérique en continu. Parce qu'aujourd'hui, quand je vous ai dit qu'il fallait préparer et avoir la matière déjà présente, je vous parlais donc de tricotin et imprimé. Il est évident que si je remonte d'un cran et que je limite la diversité avec un fond d'impression au dernier moment en fonction de la demande, je suis capable d'y mettre le bon imprimé pour après, derrière, couper et confectionner. J'ai limité ma prise de risque sur l'anticipation du stock et j'ai une réactivité qui est rendue possible par l'impression numérique. Donc ça, c'est un investissement qui est prévu pour au milieu de cette année. D'accord. Non, ben c'est très bien. Alors, Stéphane, cette année, les projets, les investissements? Oui, d'abord, finaliser l'ERP. Il est déjà très complet, mais nous avons un petit module qui vient de s'additionner, qui est en train de charger cette nuit et je pense qu'il sera opérationnel dans les prochains jours. C'est assez complexe. On va simplement pouvoir tracer la pièce qui est dans le carton et remonter jusqu'à son rouleau d'origine. Voilà. Et évidemment, en même temps, on aura la lecture des opératrices et des phases de différentes phases de production qui ont accompagné ce produit. Ça, c'est clair. Sur la prod, la coupe, je dirais, comme le fait Tekin est déjà chez Mode Passion. C'est-à-dire, nous coupons à l'unité sur une machine bien spéciale avec Thomas Lavue. Donc, Thomas sait de quoi je parle. Et ensuite, pour essayer d'innover, du Japon viendront 3 machines spéciales qui seront des Kobo, des machines collaboratives. Les machines que j'ai connues des années 80 à 95 de mémoire n'existent plus sur notre sol. Elles étaient dédiées à la fabrication, je dirais, de vêtements mailles sur des séries énormes, mais ces machines-là étaient utiles pour, je dirais, raccourcir le temps de fabrication. Je parle de rouleaux ourlets, je parle de rouleaux ourlets, 2 aiguilles invisibles, fermeture de manches, toutes ces machines qui m'ont semblé à l'époque utiles, elles n'existent plus. Elles n'existent plus. Ou elles sont encore chez certains, je dirais, fabricants. En tout cas, chez des façonniers comme moi, je n'ai pas pu remettre la main dessus. Donc, on est allé sur le Japon rechercher 3 machines dont on a besoin. Et ces machines-là devraient entrer, si le Covid ne nous embête pas trop, je pense que c'est avril. Voilà. D'accord. Bien, des beaux projets pour 21. Marc, quels sont vos jolis projets pour l'année prochaine? Alors, nous, on repart de plus loin puisqu'on est reparti pratiquement d'un atelier depuis 2015 à remettre en route. Donc, on avait investi 300 000 euros. Là, nos projets pour cette année, on va réinvestir aussi quelques centaines de milliers d'euros. Et autour de la numérisation, l'information, l'ERP,
et la robotisation, spécialisation autour du jean. Donc, jean et pantalon. On se veut être spécialiste et en même temps, on va amener des services autour. L'an dernier, on avait racheté une laverie industrielle. Tout ça par rapport au jean, au lavage. On n'en a pas encore la totale maîtrise puisqu'elle n'était pas totalement destinée à ça initialement. Mais disons qu'on travaille à ces services associés et pour nous, il faut avoir dans l'équilibre aussi du flux des commandes, on a une marque propre qui s'appelle Tipley Vintage et on a on travaille pour des marques. On pensait le faire à 2/3, finalement, on a beaucoup de demandes, donc on travaille pratiquement à 90% pour les marques émergentes d'ailleurs qui viennent nous voir ou des marques déjà établies. Et on veut se spécialiser. Et comme disait Stéphane, on retrouve aussi l'envie de robotiser, cobotiser l'atelier, comme ça existait dans les années 70. Donc, les jeans, il y avait un exemple à Labassé, Lee Cooper avait près de 1000 emplois avec une étude vraiment très poussée. L'IFTH était au top à cette époque et on travaillait beaucoup au niveau des méthodes et du bureau d'études. Donc, on est en train de retrouver ça en France et moi, je suis heureux vraiment de retrouver ça, cette envie. Les planètes sont alignées. Ça a commencé par le consommateur, c'est lui le premier. Le gouvernement a senti aussi, donc ils suivent. Maintenant, il faut aligner les branches. Les professionnels, ceux qui restent, ce sont des très grands professionnels qui sont restés et qui croient dans leur métier. Et puis, ne pas oublier la distribution, bien sûr, qui aujourd'hui connaît et risque de connaître des moments un peu plus délicats. Donc, tout ça, il faut réfléchir à cet ensemble pour qu'on soit efficace tous ensemble. Bien, merci beaucoup. Thomas, quels sont les beaux projets 2021 pour Chantecair? Nous, on est en train d'avancer dans le 4.0. Hein. On n'est pas encore. On va déployer normalement le ERP cette année parce qu'on aimerait faire un ERP personnalisé, nous permettant justement toute cette communication et permettant surtout à nos donneurs d'ordre de pouvoir avoir une visibilité sur ce qui se passe sur sa propre commande, pouvoir voir où ça en est, dans quelle étape du processus et à peu près le delivery time. Continuer en fait cette innovation sur la data, parce que je pense que nous, du moins chez nous, la data est plutôt importante. Chez tous nos confrères aussi, mais nous, c'est nouveau pour nous. L'automatisation, on a commencé aussi un petit peu, notamment les premières étapes sur la coupe. Sur les logiciels aussi, on a changé de logiciel, on a commencé à avoir un peu de modélisation 3D aussi. Et on va essayer, courant, peut-être pas 2021, mais 2022, de passer aussi avec un système de coupe monoplie un peu à la demande, parce que c'est la tendance qu'il faut avoir pour pouvoir être une entreprise innovante dans le textile aujourd'hui et surtout pouvoir répondre aux besoins de plus en plus pressants des commandes individuelles. Parce qu'aujourd'hui, nous, de la commande à la demande, n'ayant pas d'aussi grande série que mes confrères qui ont des maisons bien plus grandes que la mienne, je suis plutôt habitué à faire de la petite série, donc j'ai une capacité de faire de la demande assez facile. Maintenant, il faut que j'ai les outils qui vont avec, enfin qui aillent avec cette spécificité et ces outils numériques notamment qui vont permettre vraiment de nous améliorer sur ce secteur. Bien, parfait, merci beaucoup. Nous sommes exactement dans le timing. Donc Fabrice, s'il y a des questions que tu as trouvées pertinentes, on a quelques minutes pour répondre avant d'avoir terminé. Fabrice n'est peut-être pas là. Alors, qu'est-ce qu'on a vu comme question j'ai vu passer une question que je trouvais intéressante, sur laquelle effectivement on n'a pas répondu, sur le recyclage des produits. Est-ce que l'un de vous veut répondre ?
Je peux répondre sur la partie vêtements professionnels, puisqu'on a mis en place, nous, sur cette partie-là, le recyclage des vêtements de nos clients. Donc, on propose ce service depuis 3 ans. On a peu de retours, mais on a 2 ou 3 clients importants qui font l'expérimentation avec nous. Alors, ça passe par un retour de ces marchandises, un lavage de ces marchandises avant d'être expédiées pour être recyclées. Il y a plusieurs formes de recyclage. Il y a les moyens de le faire en France, puisqu'il y a des organisations en place. Ça se met tout doucement en place chez nous, en tout cas. Et un élément quand même nouveau dans la réglementation, c'est l'interdiction de détruire maintenant les vêtements. Et c'est quelque chose qu'il faut évidemment avoir à l'esprit, de savoir comment recycler tous nos vêtements. D'accord. Une question qui vient d'apparaître. Alors, comme la question est pour Marc Delise, on peut voir si c'est Thomas qui répond ou si c'est Marc, mais en tout cas, la question, c'est quel ERP envisagez-vous de mettre en place? C'est possible de clarifier qui doit répondre? Parce que beaucoup ont déjà des ERP déjà calibrés. Moi, j'en suis au démarrage et on est en train de regarder sur notre entreprise pour faire notre propre ERP. D'accord. Donc, toi, tu vas plutôt le constituer. Ouais, je connais l'informatique, donc du coup, on va commencer à essayer de faire un truc simple, mais qui s'adaptera à notre fonctionnement. Pour l'instant, c'est ce qu'on a vu. Et après, si on trouve un ERP qui collerait un peu mieux avec notre vision de notre industrie à nous, on prendrait cet ERP-là et on viendrait, nous, après, le modifier en fonction de notre structure. Pour être transparent, on travaille depuis une dizaine d'années avec Prios. Il existe 3-4 fabricants spécialisés chaussures, vêtements, dont fait partie Prios. C'est un bon ERP. Bien sûr, c'est un peu lourd à mettre en place, mais nous, on l'a fait. On fait un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avec beaucoup de produits, beaucoup de créations. On fait du vêtement image de marque sur mesure aux clients. Donc, et on l'a adapté à notre besoin. Donc, c'est important aussi de penser, alors pour les façonniers, c'est peut-être pas leur cas, mais pour ceux qui ont une âme de fabricant, de penser aussi à la partie B2B, B2C en vente. C'est un point important. Et ça évolue beaucoup. Nous, on a beaucoup de systèmes, en fait, qui permettent à nos clients de passer directement des commandes sur notre site. Stéphane, tout à l'heure, tu as parlé de ton ERP aussi. Tu es sous quel ERP, toi? C'est un ERP que nous avons construit en interne. D'accord. Donc, il est vraiment très, très, très spécifique. J'ajouterais juste un point sur les développements à venir et les projets 2021. Nous, ça fait 6 mois que nous sommes en 3D. Et notre projet, évidemment, c'est de convaincre nos clients, et c'est la partie la plus délicate, c'est d'accepter notre avatar avec, comme le disait Jean-Marc Guillemet, avec le tissu qu'on peut faire évidemment à l'écran, et là on aura un gain fantastique sur les appros et accessoires, c'est de faire accepter cette technologie. Je pense qu'elle existe aujourd'hui, je pense, elle existe, la nôtre fonctionne, mais entre, je dirais, le dessin et le toucher et le porter, il y a encore un peu de boulot. En tout cas, tous les produits qui rentrent en chaîne, on les modélise 3D. Voilà, déjà pour nous, pour maîtriser cette technologie. Et on fait pour un client parisien de temps en temps, on lui lance un produit pour lui dire, tiens, regarde, au lieu de me faire une tête de série, un prototypage, tu l'as là, valide-le. Eh ben, ça marche pas. Ça marche pas. Pas encore. Le gars veut le porter. ou la nénette veut le mettre et le toucher. Mais on ne désespère pas. Oh non, mais cette révolution, je blague, mais il faut qu'elle avance, quoi. Les outils sont là, bon sang. Et la fiabilité est quasi parfaite, sincèrement. Du 3D, on arrive à coucher en patronage 2D direct. Donc, ce qui sort à l'écran sera la réalité de la prod. Réellement, sincèrement. Voilà.
Thomas, tu voulais dire quelque chose? Oui, pour revenir sur ce que disait Stéphane, je pense que c'est le début en fait de ces négociations sur de la modélisation 3D, parce qu'on a beaucoup d'acteurs aujourd'hui. On a aussi bien Gerber qui a aussi sa solution, et puis d'autres belles marques qui ont leur solution de modélisation 3D via les logiciels de CAO. Je pense qu'aujourd'hui, oui, on a encore cette défiance et ce blocage sur l'acceptation d'un modèle via la 3D. Après, moi, je vois le modèle la chose un peu différente, c'est-à-dire qu'on peut commencer le travail avec la 3D et faire les validations, mais je pense, comme le dit Stéphane, que les acheteurs vont toujours avoir besoin, ou la prototypiste ou la styliste va avoir besoin de cette tête de série. Par contre, là où la 3D peut vraiment nous avantager et nous simplifier le travail, c'est qu'on ne va pas sortir 10 têtes de série différentes. On sortira qu'un seul prototype. Je confirme, on est exactement dans ces mêmes dynamiques chez Petit Bateau, avec effectivement une bascule de toute notre approche créative et de conception en 3 dimensions. Et comme le disait Thomas, pas forcément arriver à 0 proto, 0 échantillon, mais avoir réduit très fortement le nombre de pièces réalisées. Et il en reste toujours à réaliser pour faire les shootings, pour faire les qualifications qualité, etc. Donc, on peut difficilement arriver au 0, mais en tout cas réduire fortement. Et ce qu'on y voit, nous aussi, c'est, j'allais dire, des rôles entre stylistes, modélistes qui évoluent, et une approche beaucoup plus collaborative et beaucoup moins séquentielle qu'avant dans la façon de travailler.